Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la suite de l'œuvre de François Rabelais, à savoir le tiers-livre, le quart-livre et le cinquième livre, bien qu'il ne soit pas certain que le cinquième livre soit une œuvre de Rabelais. Nous en reparlerons le moment venu. Toujours est-il que, si l'on aborde le tiers-livre, cet ouvrage s'articule autour de cette idée toujours apprendre fuse d'un sot. En d'autres termes, toute situation est bonne à un apprentissage, à une éducation. Et c'est effectivement ce qui va se faire dans cet ouvrage, puisque une véritable quête de connaissances va être engagée par les différents personnages. Le tiers-livre intervient 12 ans après Gargantua, a été publié d'ailleurs 12 ans après Gargantua, et elle va reprendre le fil des aventures de Pantagruel, de Panurge, de leurs compagnons, mais aussi de quelques héros qui, par un tour de passe-passe chronologique, appartenaient aux aventures de Gargantua, notamment Frère Jean. Le tiers-livre est très différent des deux précédents. D'abord parce que la geste gigantale disparaît progressivement. En effet, le personnage de Pantagruel est de moins en moins présenté comme un géant. Mais aussi parce qu'on y trouve assez peu d'action et beaucoup de discours, dialogués ou non. Le livre commence d'ailleurs par l'éloge des dettes prononcé par Panurge, qui y verse tous les trésors d'une rhétorique que Pantagruel condamne, et il s'achève par l'éloge, assumé cette fois par le narrateur, du Pantagruélion, qui est une plante énigmatique hissée par le discours à la hauteur d'un mythe. En d'autres termes, on est ici dans des chefs-d'œuvre rhétoriques qui restent malgré tout assez ambigus, assez peu accessibles. Ce qui est extrêmement intéressant puisque on entre véritablement dans une œuvre qui s'intéresse moins à l'action qu'au discours. Il s'agit, quoi qu'il en soit, d'une quête de certitude. En effet, entre ces deux morceaux d'éloquence que sont l'éloge de la dette et l'éloge du Pantagruélion, on a une quête, celle de Panurge, qui, las des combats, se sentant vieillir, décide de se marier. Mais il veut d'abord savoir s'il sera cocu. Et le tiers-livre, ici, est intéressant parce qu'il a sa place dans le débat sur la femme qui prolonge à la Renaissance celui qui existait déjà depuis le Moyen-Âge. En effet, rappelez-vous-en, nous avions parlé de la femme et de la représentation de la femme, de la place de la femme dans la société au Moyen-Âge, dans les récits épiques, les récits courtois également, les récits satiriques. Nous avions vu qu'elle était souvent dénigrée, souvent critiquée ou parfois tout simplement absente. À la Renaissance, le discours se prolonge, la réflexion se poursuit, même si ici, le problème de la nature et de la vertu des femmes n'y est traité qu'en réponse à l'angoisse de Panurge. La question centrale, c'est de savoir si Panurge a raison de chercher des garanties, a raison de faire des pronostics divinatoires ou des analyses scientifiques, et pas forcément de penser et de définir la place de la femme dans la société. Pantagruel pense d'ailleurs qu'en l'entreprise de mariage, chacun doit être arbitre de ses propres pensées et de soi-même. Mais Panurge, lui, va multiplier les consultations auprès des représentants de divers savoirs, prophétiques, poétiques, médicaux, théologiques, philosophiques, juridiques, et même auprès d'un fou, Triboulet. La plupart des réponses qui lui sont données lui promettent d'être cocu, quoi qu'il arrive. Et c'est en tout cas chaque fois l'interprétation qu'en fait Pantagruel. Mais Panurge va continuer, va s'ingénier à comprendre à rebours, à déployer contre l'évidence une éloquence prodigieuse. Et on revient encore une fois sur cette rhétorique extraordinaire qui se développe tout au long du tiers-livre. Rabelais nous rend ici témoin de ces prodiges, et si la morale de Pantagruel est claire, celle du texte l'est beaucoup moins, et nous encourage plus à nous délecter, à apprécier les rêveries, les frénésies panurgéennes, plutôt que de trouver une véritable vérité. Ça peut paraître un peu répétitif, mais c'est bien la portée de cet ouvrage où finalement ce qui compte, c'est plus le discours et les trésors dégagés par ces discours que le sens réel de tout cela. On assiste donc, d'une certaine manière, au triomphe de l'ambiguïté. C'est un chef-d'œuvre de rhétorique, apparemment dressé contre la rhétorique. Le tiers-livre, il est peut-être le plus ambigu des romans rabelaisiens. Un peu à l'instar de son héros Panurge, qui était très courageux et qui est devenu couard, bigot, croyant, superstitieux dans ce nouvel ouvrage. L'image même de ce qui, au premier livre, déchaînait toute son insolence. D'une certaine manière, c'est comme si c'était travesti dans ce qu'il critiquait, travesti en moine, d'une certaine manière. Et piégé par tous ses partenaires, par ses propres frayeurs, livré corps et âme à l'amour de soi, qui est un vice détesté, critiqué par les humanistes érasmiens, il n'en demeure pas moins le maître du discours. Il va provoquer
le fantastique défilé de tous les savoirs, en le tournant à sa façon bien évidemment, mais sans que se démente un instant l'amitié que lui voue le bon Pantagruel. D'ailleurs, le géant qui n'en est plus un, dans le tiers-livre, ne fait, puisqu'on ne fait aucune allusion à sa taille, a une position qui est fixée dès le départ, assez ferme par rapport à la pensée de Panurge, mais malgré tout, il va s'engager dans cette quête, ou dans cet inventaire finalement des savoirs, considérant que nuit savoir toujours et toujours apprendre, fût-ce d'un seau, d'un pot, d'une guedoufle, d'une moufle, d'une pantoufle. En d'autres termes, peu importe de qui on apprend, tant qu'on apprend, c'est ce qui compte. Et c'est ça qui va l'amener à s'engager dans cette épopée finalement, à travers différents espaces, différents lieux, différentes villes, à naviguer sur les océans pour trouver une vérité à la question que se pose Panurge sur ses risques d'être cocu. Mais une aventure, vous l'aurez compris, davantage rhétorique que guerrière. Concernant le quart-livre, il s'agit d'un voyage sans fin. En 1548 paraissent à Lyon 11 chapitres du quart-livre, et dans son titre intégral, quart-livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel. La version complète n'est publiée qu'en janvier 1552 et la Sorbonne, une fois encore, va condamner l'ouvrage et le dénoncer au Parlement, lequel va renvoyer l'affaire devant le conseil privé où siège notamment le cardinal Odet de Chastillon, qui est un protecteur de Rabelais et qui est également le dédicataire du livre. Donc la vente va être autorisée. Rabelais va bénéficier encore et toujours du soutien du roi et des grands prélats humanistes. Et le quart-livre va connaître un succès immédiat, même si c'est assez paradoxal, puisque il attaque le pape et l'église romaine. Comme par exemple dans l'épisode des Papimanes, qui a dû beaucoup plaire au roi Henri II. Dans les années 1550-1552, le roi est en effet en lutte ouverte avec le pape Jules III, qui favorise les intérêts de Charles Quint, et avec le Concile de Trente, qui s'en prend aux finances des églises nationales. Donc on comprend assez facilement pourquoi ce livre, qui se dresse de manière assez évidente contre la religion, et du moins contre les ordres en place, plaise au roi et soit autorisé de publication. Quoi qu'il en soit, si vous voyez un petit peu les péripéties qui amènent à la publication de cette œuvre, ce qui est au cœur de cet ouvrage, c'est le voyage. En effet, en exploitant l'actualité politico-religieuse, le quart-livre va utiliser celle des grandes découvertes qui ont revivifié un peu le vieux thème épique de la navigation. Et le voyage de Pantagruel vers le nord-ouest se souvient un petit peu de ceux de Jacques Cartier, qui en a publié le récit en 1545, de même que le retour du jeune géant en utopie dans le Pantagruel qui a emprunté l'itinéraire de Vasco de Gama. Mais ici, la quête, c'est la recherche de la dive bouteille. La dive bouteille, c'est pas l'Amérique, et la navigation du quart-livre ne se soucie pas de géographie. Conduit par Xénomane, qui est le guide de l'expédition, Xénomane signifie étymologiquement qui adore l'étranger, les héros seront un peu tributaires du bon vouloir de la mer et du vent, et vont aller d'île imaginaire en île imaginaire. Donc même si on s'inspire des grandes découvertes, finalement, la géographie est tout à fait fantastique et imaginaire. Ainsi, les héros vont passer d'île symbolique en île symbolique. Chaque île est un monde clos, doté d'attributs particuliers, régi par des usages spécifiques et parfois bizarres. Chaque île est le théâtre d'une manie, d'un type d'activité humaine, présentée à l'état pur, poussé jusqu'au délire. Le récit use du procédé allégorique qui consiste à personnifier une faculté ou une activité, par exemple, à Carême Prenant, par exemple, Carême Prenant, qui est un personnage sur l'île de Tapinois, va représenter tous ceux qui sont adeptes du carême et qui vont, conformément au Concile de Trente, se mortifier. De la même manière, Messer-Gaster, qui signifie tout simplement ventre, symbolise l'universel appétit humain. Et la transposition n'est pas toujours immédiate, pas toujours évidente, mais la satire apparaît de manière assez évidente. Ainsi, les chicanous, c'est les huissiers, gagnent leur vie en se faisant rouer de coups. Le procédé se limite à la représentation d'une corporation sous la forme d'une société entière.
et à systématiser un argument de farce. La signification des différentes îles est encore souvent éclairée par leur organisation en couple antithétique. Par exemple, vous avez Carême Prenant, qui est l'ennemi des andouilles, qui vivent sur l'île Farouche. L'île des papes figues, qui sont des hérétiques qui ont fait la figue, c'est-à-dire un geste obscène au portrait du pape, vient d'être ravagée par les papimanes, qui sont le peuple voisin, qui vénèrent le portrait du pape et les livres des saintes décrétales, c'est-à-dire les lois médiévales qui précisaient les pouvoirs temporels et spirituels de l'Église. En d'autres termes, on a cette opposition, ces couples qui se créent, des îles qui sont symboliques, qui mettent en évidence des corps de métier, des groupes de population, des caractères particuliers. Et d'île en île, on va confronter ces populations, confronter ces comportements, confronter ces personnages pour en dégager un sens. La question reste cependant de l'interprétation, puisqu'on trouve de très nombreuses îles, par exemple celle de Ruach, qui signifie vent en hébreu, dont les habitants ne vivent que de vent. Et pourtant, ces îles-là sont assez difficiles d'interprétation. On n'a pas de signification particulière, et d'ailleurs, la satire qui s'étend sur tous ces mondes n'est pas toujours clairement explicite. Parfois, il s'agit simplement d'œuvres de langage. Tout ça peut naître simplement de jeux de mots. Et on trouvera par exemple dans le quart-livre les plus colossales des énumérations rabelaisiennes. Celles par exemple des parties du corps monstrueux de Carême Prenant, qui nous emmènent bien loin de l'intention satirique initiale, un peu à l'image d'un monstre à la Jérôme Bosch. Le langage fait s'entrechoquer les objets les plus divers et leur interdit de s'organiser. Donc on a parfois des choses très obscures qui se mettent en place, mais qui sont tout simplement le fruit du langage, le fruit du jeu autour du langage. Quoi qu'il en soit, le quart-livre s'impose comme une quête inachevée, puisque lorsque le livre s'arrête soudain, la quête est loin d'avoir abouti. Et à ce moment-là, il n'est plus guère question du mariage de Panurge, c'est plutôt avec Frère Jean qu'il forme un couple, d'une certaine manière, en face du moine plus actif que jamais. Panurge est celui qui parle, le couard, qui a peur, et qui s'élève un peu au rang de principe poétique. Ce couple est extrêmement intéressant parce que il démultiplie le pouvoir de la parole. Alors que Pantagruel, de son côté, est plutôt accueillant face au monde qu'il aborde. Donc cette fonction du livre est assez intéressante, elle est moins stricte que dans le tiers-livre, mais la sagesse reste bien intacte, on est toujours dans une recherche de connaissances, même si ici, ce qui compte, de manière assez évidente, c'est le parcours et pas la fin. Ce qui compte, c'est l'expédition, mais pas l'aboutissement de la réflexion. Donc, une exploration de différents mondes, de différents traits, de différents caractères, qui engage une réflexion, mais une réflexion qui n'est pas destinée à aboutir. La réflexion compte davantage que la réponse. Enfin, concernant le cinquième livre peut être considéré comme un ouvrage apocryphe. On n'est pas certain que l'authenticité soit clairement établie concernant son auteur. En effet, 9 ans après la mort de Rabelais paraît L'île sonnante. C'est 16 chapitres de nouvelles aventures de Pantagruel, qui seront ensuite repris avec des modifications dans un 5e livre complet publié en 1564. Donc le tout est présenté comme étant de la main de Rabelais. Mais la critique est assez perplexe par rapport à ça, elle aussi entre plusieurs hypothèses. Les uns pensent qu'il s'agit de brouillons d'épisodes dans un état de préparation très inégal, qui ont été recomposés par l'éditeur. D'autres considèrent que le 5e livre n'est de bout en bout que l'œuvre d'un plagiaire, ou d'un groupe de plagiaires, qui ont été désireux d'utiliser la geste rabelaisienne à des fins de propagande protestante. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce que cet ouvrage marque un peu la fin du voyage. Ouvrage apocryphe donc, qui fait la critique du catholicisme et de la justice. Le 5e livre est en effet d'un antipapisme virulent. L'île sonnante n'est plus, comme celle des papimanes, un repère d'adorateurs du pape, c'est Rome même qui est dépeinte comme une île peuplée d'oiseaux en cage. Clergaux, prêtres-gaux, monets-gaux, évêques-gaux, cardingaux, etc., qui s'engendrent les uns des autres sans copulation charnelle, comme se fait entre les abeilles. Les cardingaux produisent un papegot, un perroquet unique, qui au dire de Panurge semble une dupe, une huppe, peu importe, donc quelque chose de tout à fait critiquable, de tout à fait risible. Le livre s'attaque à la justice,
Par exemple, avec l'île du Guichet où vivent les chats fourrés sous la férule de l'archiduc Grippe Minot. Les chats fourrés, c'est-à-dire les juges, ont les griffes tellement longues, fortes et acérées que rien ne leur échappe. Quant à Grippe Minot lui-même, les mains, il les avait pleines de sang, les griffes d'une harpie, le museau à bec de Corgin, les dents d'un sanglier, les yeux d'une gueule d'enfer, etc. On est vraiment dans la critique de la justice. D'autres rencontres seront cependant faites. Les navigateurs auront encore affaire à des abstracteurs de quintessence, alchimistes, astrologues, à la reine quintessence elle-même, en son royaume d'Antéléchie, qui signifie perfection, qui guérit toutes les maladies humaines. En l'île des éclos, ils assisteront aux saints offices de moines chanteurs, les frères Fredon, gros mangeurs, pour qui la charité consiste à s'entrechatouiller ou à s'entretirer les vers du nez. Après le pays de Satin où le narrateur rencontre toutes sortes d'animaux fantastiques, il y aura encore le Lanternois, où nos héros trouveront une noble lanterne pour les conduire à l'oracle de la bouteille, et la quête devrait se terminer progressivement. Mais on pouvait déjà en douter à la fin du quart-livre, et effectivement la compagnie pantagruéliste semble se satisfaire parfaitement de son errance. C'est une manière un peu d'équilibre, fondée sur la logique opposée, tempérée d'humour et d'amour entre les différents personnages. Le pantagruélisme, finalement, c'est pas une philosophie abstraite, ni une doctrine morale déterminée. Ça tient plutôt aux relations que Pantagruel cultive dans sa sagesse, et en dépit de sa sagesse, parfois, avec Panurge et avec les autres. C'est une forme d'amitié un peu improbable, qui prend place dans la réalité, et tout ce qu'on peut savoir d'elle, en état de constante métamorphose. Les univers, finalement, de chacun des compagnons ne cessent de rebondir les uns sur les autres. Alors que dit l'oracle concrètement ? Soyez vous-même interprète de votre entreprise. En d'autres termes, c'est pas dire que l'entreprise est une énigme à déchiffrer, c'est dire que l'interprétation fait partie de l'entreprise elle-même, et vice-versa. La fin ne nous ramène pas au commencement, simplement au voyage lui-même. C'est ça qui est intéressant ici dans ce 5e livre, un peu finalement comme dans tout ce parcours. Ce qui compte, c'est le voyage et pas la réponse. Soyez vous-même. La quête de soi a plus de valeur que la définition véritablement de soi. Il ne s'agit pas de répondre à des questions, mais de chercher. Et c'est un peu ce qui se retrouve déjà dans le quart-livre, déjà dans le tiers-livre, mais également dans ce 5e livre, dont on peut douter, encore une fois, de l'authenticité, puisqu'il n'est pas certain que Rabelais en soit l'auteur, mais qui présente malgré tout une continuité dans la progression du récit. Voilà ce que nous pouvions dire donc de cette succession d'œuvres. La prochaine fois, nous ferons une synthèse. D'ici là, je reste comme toujours à disposition pour vos questions, et je vous souhaite une excellente semaine.